Bonsoir à tous. Je m'appelle Barbara Kirali, je suis rédactrice en chef adjointe du Moniteur. Et pour lancer cette soirée, je vous demande d'accueillir Alexandre Labasse, qui est directeur général du pavillon de l'Arsenal. Merci Barbara. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le président de la Fondation Palladio, cher Bertrand de Fédot, monsieur le président du comité des bourses Palladio et président de Woodéum, cher Philippe Zivkovic, mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir. On se faisait la réflexion avec Thierry Desprost et Mathieu, que je salue. C'est la 5e année qu'on accueille cette rentrée universitaire Palladio. Pour nous, c'est un plaisir et c'est aussi un honneur, monsieur le président. C'est un honneur de vous accueillir tous, de vous faire découvrir pour certains, enfin j'espère pas trop, mais que vous connaissez déjà, le lieu, le pavillon de l'Arsenal, qui est le centre d'architecture et d'urbanisme de Paris et de la métropole parisienne. De vous rappeler que les expositions qu'on fait sont gratuites, que les conférences sont gratuites et que vous êtes tous les bienvenus et qu'on vous attend pour partager les grands enjeux de la ville. À ce moment-là, chaque année, depuis 5 ans, je vous dis ce qu'on va faire, ce qu'on fait, et je l'oriente sous un spectre qui, depuis 2014, nous préoccupe, vers lequel on oriente nos actions, qui est comment le BTP, qui est le plus gros producteur de déchets, le plus gros émetteur de carbone, peut changer ses process. Ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est sûrement vous qui allez le faire. Mais cette année, je n'ai pas tellement besoin d'en parler parce qu'il y a Jean Jouzel qui est là, et c'est à lui que va revenir la tâche de vous expliquer ça et de vous en faire la démonstration. C'est aussi, cher Jean, un grand honneur de vous accueillir ce soir pour cette rentrée. On en est particulièrement fiers et heureux. C'est la 2e fois que vous venez cette année au pavillon de l'Arsenal, donc on est doublement contents. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Alexandre et merci au pavillon de l'Arsenal qui accueille cette 11e rentrée universitaire du pôle Avenir Palladio. Alors bienvenue à tous, vous tous étudiants de master spécialisés, de 5e année d'aménagement, d'architecture, de construction, d'immobilier, d'ingénierie ou encore d'urbanisme. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Bertrand de Fédot qui est le président de la Fondation Palladio. Bonsoir à tous. Merci Alexandre de nous accueillir une nouvelle fois dans ce lieu magique. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année. Ça me comble de plaisir. Je dois dire que vous avez vu le titre de notre soirée. Construire la ville et les lieux de vie, un enjeu majeur du XXIe siècle. Je pense que ce titre n'est pas usurpé. Je pense que la ville dans laquelle vous allez vous engager en tant que professionnel est certainement le lieu qui concentre à la fois toutes les espérances de notre société et probablement tous les risques. Je pense que rarement une activité humaine a nécessité plus de talents croisés qui vont de la technologie à la finance en passant par l'ensemble des sciences humaines. Et donc vous avez raison de vous engager dans cette voie, qui est une voie qui, je pense, vous offrira à la fois beaucoup de satisfaction professionnelle, beaucoup d'intérêt, et peut-être que vous aurez en plus la satisfaction de participer au service de l'intérêt général, parce que construire la ville, c'est s'intéresser, sans jeu de mots, à la cité. Donc vous avez raison de vous engager dans cette voie. Vous verrez tout à l'heure que ce que nous appelons maintenant l'industrie de la ville est devenue la première industrie française, avec des acteurs absolument majeurs dans tous les domaines d'activité et avec des voies professionnelles, des parcours qui vous permettront, je n'en doute pas, de vous réaliser complètement, de trouver des orientations qui vous conviennent et qui conviennent à vos talents. Oui, ce soir, vous représentez 50 formations. C'est vous dire la diversité des talents qui sont nécessaires pour construire la ville de demain. Donc, vous avez fait un très bon choix. Bravo d'être là. La Fondation Palladio est là aussi pour vous accompagner. Nous avons non seulement cette soirée qui vous permet de mettre un pied, au fond, dans cette industrie de la ville. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, venir au Forum des métiers, au Palais des Congrès, dans lequel vous verrez tous les acteurs de ces métiers présenter leur entreprise. Et donc, vous pourrez compléter cette soirée en
en allant au Forum des métiers. Et surtout, pénétrez-vous de ce que vous apportera le rapport que nous faisons avec EY et qui décrit l'ensemble de ces métiers et montre à quel point vous entrez dans une industrie qui est particulièrement porteuse, même si elle produit des déchets. On verra ça tout à l'heure. Voilà. En tout cas, bravo d'être là, merci d'être là. Et je laisse tout de suite la place à certains qui vous ont précédé il n'y a pas si longtemps et qui sont soutenus d'une autre façon par la Fondation Palladio, animée par notre ami Philippe Zizkovic, et qui a animé le comité des bourses de la Fondation Palladio. Merci, Monsieur Fédot. Ce soir, la Fondation vous accueille au pavillon de l'Arsenal, mais à travers elle, à travers la Fondation, en fait, vous intégrez tout un écosystème de professionnels de la construction, du développement, de l'aménagement des lieux de vie. Certains vont vous parler de production, détention, gestion d'actifs, d'autres plus simplement d'immobilier ou de bâtiments, ou encore de foncier et d'infrastructures urbaines. Mais tous ont un même objectif, c'est créer les conditions du vivre ensemble. Alors en fait, ce soir, on va vous mettre la pression parce que j'avais prévu de vous rappeler qu'en 2050, plus des 2/3 de la population mondiale vivront dans une métropole, contre à peine plus de la moitié aujourd'hui, que d'ici 2100, les températures auront augmenté de 7 degrés, selon les scénarios les plus pessimistes, que le mois dernier, l'économiste et essayiste Jeremy Rifkin publiait son dernier livre intitulé « Le New Deal vert mondial ». En pleine promotion, il n'arrêtait pas d'alerter l'opinion publique en répétant qu'on avait 18 ans pour transformer totalement l'économie, la société, notre forme de gouvernance. Alors les acteurs de la ville dont vous faites déjà partie doivent apporter des solutions. J'espère, je suis sûre que certains d'entre vous y travaillent déjà. La Fondation Palladio, elle est d'ailleurs là pour vous accompagner. Pour cette première séquence, je vous remercie d'accueillir Philippe Zivkovic, qui est président fondateur du groupe Oudéum et qui est président du comité des bourses de la Fondation Palladio. Il va vous présenter les lauréats des bourses Palladio pour 2019. Monsieur Zivkovic, en quelques mots, comment s'est déroulée cette campagne 2019 ? Eh bien, bonsoir à tous. Elle s'est très bien déroulée, comme celle de l'année précédente. Elle s'est à la fois très bien déroulée et à la fois, c'est pour tous mes collègues de la commission, c'est toujours un choix difficile de choisir parmi une centaine de projets, une quinzaine qui seront retenus. Parce que, comme vous le savez, le choix, c'est une forme de renoncement. Donc, pour choisir au mieux les futurs boursiers et leurs projets, on a vraiment une commission d'une douzaine de professionnels très investis dans leurs différents métiers de l'immobilier qui ont consacré le temps qu'il fallait pour sélectionner ces projets. Alors, sélectionner ces projets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons regardé un par un un peu plus de 100 dossiers qui nous ont été soumis. Nous en avons sélectionné à peu près le quart et nous avons auditionné ensemble, les 12 membres de la commission, nous avons auditionné ensemble l'ensemble des 25 postulants. Et là-dessus, nous en avons retenu 10 et auxquels se sont rajoutées 6 reconductions de bourses. Parce que ces bourses sont d'une année et comme les études doctorantes sont souvent supérieures, sont bien évidemment supérieures à une année, dans certains cas, nous avons été conduits à reconduire certaines des bourses. Donc ce soir, j'aurai le plaisir et la joie de remettre 16 bourses. Je voudrais ajouter que l'accompagnement que fait la Fondation Palladio, c'est un accompagnement qui ne se limite pas à un soutien financier, certes important, mais c'est aussi un accompagnement auprès de chacun des boursiers par un tuteur, par un parrain, par une marraine, qui suit le boursier tout au long de l'étude de la bourse pendant l'année où la Fondation le soutient.
Ça veut dire qu'il y a des échanges qui s'opèrent au niveau, je vous regarde en disant ça, il y a des échanges qui s'opèrent au niveau de votre thèse. Certains d'entre vous demandent des introductions auprès de certains professionnels et nous sommes ravis de pouvoir le faire. Donc c'est vraiment un acte de responsabilité fort et ça a été un très grand plaisir de pouvoir, pendant toute cette année-là, vous suivre. Et je parle au nom, bien évidemment, de mes amis de la commission, dont les noms doivent figurer ici. Voilà, je vous laisse prendre connaissance. Donc Dominique Alba, Marjolaine Delépine, Marie Zolagnon, Emmanuel Baboulin, Axel Baillet, Jérôme Durand, Alexandre Labasse, qui nous reçoit ce soir, Brice Pied-Chassic, Étienne Rio, Bernard Roth et Marc Villan. Alors, je vais maintenant procéder à l'annonce des lauréats, qui est un moment de très grand plaisir, et j'appelle Nathan Belval. Je passe à ma droite. Alors Nathan, il a fait... bon, bravo Nathan. Alors Nathan, il a fait une approche, il fait une thèse scientifique sur les questions des nuisances sonores et des bruits dans la ville. Voilà, et donc c'est un sujet qu'on a trouvé absolument passionnant. Et donc et sa marraine est Marie Zolagnon. Et donc moi je suis très heureux de lui remettre son prix. Bravo Nathan. On prend la pause. Après, photo maintenant. Bon. D'accord, en face. C'est bon? Parfait. Alors, il faut qu'on se rôde. Hein. J'appelle maintenant Nicolas Descamps. Alors Nicolas, il a fait un sujet, enfin il a un sujet qu'on a trouvé très intéressant aussi, c'est le quartier intelligent conçu par Google. Voilà. Et qui concentre un grand nombre de défis urbains. Donc, Nicolas, on est ravis de vous remettre ce prix. Toutes nos félicitations. Merci. Tenez, voilà. Photo. Merci. Alors, c'est quand même des bourses qui sont également, à juste titre, très bien féminisées, hein, puisque j'appelle, il n'y a pas que des garçons, j'appelle Marion Emery. Alors Marion a fait un sujet de grande actualité et qui concerne les oppositions aux projets de construction d'autoroutes urbaines, de périphériques et autres à Paris, Londres et à San Francisco. Bravo. Merci Marion. Bérénice Gossuin. Alors Bérénice s'est plongée dans l'histoire architecturale, notamment celle de Viollet-le-Duc, et nous a tout à fait passionnés en nous parlant de l'évidence de la conservation de certains monuments historiques et de la manière de le faire. Donc voilà, donc, toutes mes félicitations. Alors, j'appelle maintenant Julien Glatt. Alors, c'est un sujet qui m'est assez cher, je dois dire. C'est la construction et la déconstruction des structures en bois, notamment. Voilà. Bravo. Merci. Félicitations. Alors, ensuite, il y a Edine Assini, qui n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. Et Edine a pris comme sujet, avec l'exemple d'Alger,
de l'inaccessibilité, qui est un vrai sujet de fond, l'inaccessibilité de l'espace public pour les personnes à mobilité réduite. Donc je le félicite. Alors j'appelle maintenant Marie Mondin. Alors, Marie a pris un sujet qui concerne toutes les conséquences sur la décroissance urbaine et sur le fonctionnement des marchés immobiliers, notamment des sociétés d'HLM dans les villes de taille moyenne. Voilà. Et Bernard Roth est son parrain. Pardon, j'ai oublié de citer certains parrains et marraines, j'en suis confus. Bravo. Bravo. Alors maintenant, je demande à Camille Picard de nous rejoindre. Alors Camille s'est interrogé et fait une thèse sur le vieillissement de la population en prenant deux exemples, celui du Japon et celui de la France, avec bien évidemment les conséquences du vieillissement sur l'habitat. Bravo. Alors, Alix Sportich-Duréo. Son sujet, Alix, c'est sur la décroissance urbaine et la protection patrimoniale dans les centres-villes de petite et moyenne taille. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Et son parrain de thèse est Brice Piechasik. Alors, j'appelle maintenant Raffaella Tirado. Raffaella Tirado. Son sujet est un sujet à la fois extraordinairement technique, extraordinairement scientifique, et qui concerne l'approche sur l'allongement de la durée de vie des différents matériaux, avec une approche très technique. Voilà. Bravo. Et sa marraine est Dominique Alba. Alors ensuite, on a 6 renouvellements de bourse. Donc j'ai le plaisir d'appeler une nouvelle fois, avec un an d'écart, Constance Berthet. Qui fait donc une thèse sur le foncier et la compensation écologique. Bravo. Marie Boussaguet et son parrain est Marc Villan. Marie Boussaguet qui fait un sujet très intéressant sur l'allongement de la durée de vie et les conséquences sur la transmission patrimoniale. C'est bien. Check-up sur le truc. J'appelle maintenant Pauline de Tavernier. Alors, on a retrouvé également le sujet très intéressant comme le reste, puisque c'est le comportement et la marche dans les gares, hein, le cheminement dans les gares, et qui est, j'ai tout à l'heure Gare Montparnasse, et j'y pensais d'ailleurs. Voilà. Pour ce renouvellement. Voilà, son parrain est Bernard Roth.
Alors, je demande maintenant à Magali Germain de Bueil de me rejoindre. Alors, le sujet, c'est la dissociation entre la propriété du foncier, la propriété de construction, qui est un sujet quand même tout à fait passionnant, et sur les nouveaux modes d'appropriation de la propriété. Bon renouvellement. Merci. Bravo. Merci, on peut aller chercher. Très bien. Alors, il en reste encore deux. Donc, Paula Massé-Le-Fichet, qui n'est pas parmi nous et qui est à Madrid en ce moment. Alors, elle a fait, une thèse sur les impacts des nouveaux enjeux liés à l'alimentation dans la fabrique de la ville, qui est aussi un sujet d'actualité tout à fait important. Je propose qu'on l'applaudisse aussi. Et enfin, Edna Peza. On applaudit Edna. Edna qui fait un sujet vraiment de grande actualité, qui est l'insécurité dans les villes, en prenant l'exemple du Mexique, hein, voilà, et qui fait naturellement un parallélisme avec certaines grandes capitales européennes. Voilà. Bravo. La photo de la promotion 2019. C'est bon? Approchez-vous. Ça sera sur le site internet dans 1 heure. Merci et encore bravo à vous tous et toutes. Il est temps de vous parler de l'univers des métiers que vous allez rejoindre et de vos futurs employeurs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande quelques minutes d'attention pour visionner une vidéo. Aux yeux du grand public, les métiers de l'immobilier et de la ville sont très souvent vus sous l'angle du logement ou par le prisme de quelques métiers. L'étude réalisée en 2017 par EY, la Fondation Palladio et Businessimo constitue une première étape dans la compréhension de l'univers des métiers de l'immobilier et de la ville. Un univers composé de 8 secteurs interconnectés les uns avec les autres. L'architecture, l'urbanisme et l'aménagement, l'ingénierie et les prestations techniques du bâtiment, l'expertise et le conseil, l'investissement et le financement de l'immobilier, la promotion immobilière, la construction des bâtiments, la commercialisation et la gestion de l'immobilier. Tous ensemble, ces 8 secteurs contribuent à la fabrique de la ville, grand enjeu du XXIe siècle. Ils font partie d'une industrie française majeure, avec plus de 2 millions d'emplois, représentant 10% du PIB français, avec un savoir-faire qui s'exporte partout dans le monde. L'étude révèle aussi un cortège incroyable de plus de 100 métiers réunis au sein de la filière. Des métiers qui offrent des perspectives de carrière, puisque 80% des dirigeants interrogés envisagent de recruter dans les 3 ans qui viennent. Les dirigeants de cette grande industrie disent aussi avoir besoin autant de compétences techniques que d'aptitudes comportementales. Des dirigeants qui disent également que leur secteur est traversé par de grandes innovations technologiques et numériques, et qu'ils sont impliqués dans les grands défis démographiques, environnementaux, sociaux et sociétaux du XXIe siècle. De grands défis qui nécessitent d'attirer des talents pour appréhender la transformation de la cité et de ses lieux de vie. Et vous, quel rôle jouerez-vous dans la construction de la ville de demain ? À présent, merci d'accueillir Jeanne Varaldi et Quentin Nam. Ils sont tous deux consultants chez EY et ils vont vous présenter donc l'étude sur les métiers de la ville et de l'immobilier. Bonsoir à tous, nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour vous présenter ce travail que nous menons avec la Fondation Palladio et Businessimo depuis maintenant 2016. L'intérêt pour vous, vous l'avez vu brièvement à travers la vidéo, c'est de vous donner un aperçu de cette grande filière, des métiers qui la composent et puis des grands défis.
des tendances, des dynamiques économiques, pour que vous soyez à votre tour acteur de cette filière et partie prenante à l'avenir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par nous présenter, parce que nous sommes nous-mêmes des produits de la filière de l'immobilier de la ville. Je m'appelle Jeanne Varaldi, je suis consultante chez EY et diplômée du master stratégie territoriale et urbaine, donc de l'école urbaine de Sciences Po. J'ai auparavant effectué d'autres expériences professionnelles, à la fois en start-up, en matière d'habitat participatif, et puis auprès d'acteurs institutionnels de collectivités locales, ce qui vous donne déjà un premier aperçu de la diversité des parcours que vous pourrez réaliser. Alors bonsoir, moi je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Quentin. Je suis consultant senior chez EY depuis maintenant près de 3 ans, parce que le temps passe très vite dans l'immobilier et la ville, et j'ai un profil qui est similaire mais différent de Jeanne, parce que je suis ingénieur ESTP de formation, donc après un parcours classique, 2 ans prépa scientifique, 2 ans école, et ma 3e année d'école, je l'ai réalisée à Sciences Po, dans le même master que Jeanne, donc on se connaissait déjà avant EY, comme quoi il y a une vie avant EY, voilà, donc j'ai fait le master STU et j'ai rejoint le cabinet EY directement après ce master. En stage de fin d'études. Je suis resté ensuite 1 an et demi au grade de consultant junior. Et maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis consultant senior. Et donc, du coup, je travaille dans la même équipe que Jeanne sur 3 types de sujets principalement. Le premier type de sujet, c'est l'attractivité des territoires. Donc, ce qu'on appelle attractivité, ça peut être de l'attractivité économique. Je suis un territoire, par exemple une région ou une grande ville, une métropole par exemple, comment est-ce que je crée, comment est-ce que j'attire des entreprises, comment est-ce que je crée de l'emploi sur mon territoire. Ensuite, on a des projets immobiliers et urbains. Et enfin, on a des études d'impact économique comme celle que nous allons vous présenter ce soir. Donc, cette étude qu'on réalise depuis 4 ans avec la Fondation Palladio et Business Immo et qu'on est très heureux de réaliser nous, EY, on la réalise pour 3 types de cibles. Première cible, c'est les professionnels de la filière eux-mêmes, puisque c'est une filière qui est vaste, qui est complète. Donc en fait, cette étude, elle vise à apporter des éléments de langage, à donner des éléments de langage pour faire parler, pour savoir mieux parler à l'extérieur de cette filière. Notamment auprès de la 2e cible, qui sont les élus, les décideurs publics, les autorités, pour leur présenter ce que c'est que cette grande filière de l'immobilier de la ville, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi son poids économique, comment est-ce qu'elle répond justement à tous ces enjeux qui ont déjà été évoqués dans la vidéo, en introduction avant par Barbara, et puis qui seront évoqués, je pense, encore tout au long de cette soirée. Et puis la 3e cible de cette étude, c'est vous tous, c'est-à-dire les talents, les étudiants, les futurs professionnels de l'immobilier et de la ville, en tout cas, nous l'espérons. Et comment est-ce qu'on la réalise ? On la réalise avec la filière elle-même, d'abord avec ses dirigeants. L'année dernière, on a interrogé 1000 cadres de l'immobilier de la ville lors d'une enquête en ligne. On a rencontré 50 PDG, donc des entretiens vraiment de haut niveau dans tous les 8 secteurs de la filière. On a interrogé 300 étudiants qui se destinaient au métier de l'immobilier et de la ville. Donc on espère que vous aurez tous répondu à notre enquête avant de quitter cette salle ce soir. Et puis enfin, on travaille avec 30 fédérations et organisations professionnelles. Certaines sont peut-être dans la salle et on les remercie de travailler avec nous sur ce projet. Donc elles, leur rôle, c'est de représenter les entreprises de la filière. Alors pourquoi dit-on que c'est une filière majeure dans l'économie française ? On vous a rappelé quelques chiffres clés que vous avez déjà visionnés également dans la vidéo. D'abord, en termes de poids humain, c'est 2,1 millions d'hommes et de femmes qui travaillent dans la filière, que ce soit dans les métiers de la construction, de la gestion, et qui donc au quotidien œuvrent à transformer les villes. C'est également 10,8% du PIB, on l'a également dit en préambule de cette soirée, c'est-à-dire plus qu'une industrie comme l'agroalimentaire, le tourisme ou l'industrie automobile. Au-delà de cette masse d'emplois et de croissance, de valeur, c'est une filière dynamique, puisque en 2017, on a 3,3% de croissance. Cette année, ce sera environ 3% également, soit une croissance plus rapide que celle du PIB, qui est à hauteur d'1,7% cette année. Et le point qui vous intéresse peut-être davantage, c'est que ça représente environ 50 000 emplois créés chaque année. Donc vous avez des métiers dans tous les univers dont on vient de parler, à la fois dans des structures type start-up, PME, mais aussi grands groupes. Donc beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous.
Alors en parlant d'opportunités, je pense que d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous allez être amené à chercher un emploi. Donc on l'espère dans la filière de l'immobilier et de la ville. Déjà, première bonne nouvelle, hein, le premier message qu'on a avec Jeanne ce soir, c'est de vous rassurer. La filière recrute et elle recrute beaucoup. L'an dernier, 83% des dirigeants nous disaient avoir besoin de recruter d'ici 3 ans, en fait, des nouvelles ressources humaines au sein de leur entreprise. Premier message. Et puis deuxième message, 87% des dirigeants nous disent recruter prioritairement en CDI. Donc ça, c'est vraiment une deuxième bonne nouvelle, hein, c'est de l'emploi qui est stable. Et en fait, les dirigeants, lorsqu'on les rencontre et qu'on leur demande justement comment ils voient les recrutements comme des investissements. C'est-à-dire que dans cette filière, on vous recrute pour vous former, pour vous faire progresser, pour vous faire monter en compétences, et c'est vraiment des recrutements sur le long terme. Alors donc, il y a du recrutement où si vous voulez travailler dans la région francilienne, c'est 80% des intentions de recrutement. Évidemment, on a un contexte porteur, vous le savez, les projets de réinventer la métropole du Grand Paris Express, JO 2024. Si vous vous insérez prochainement sur le marché de l'emploi, il y a de quoi faire pour contribuer à tous ces projets. Mais les métropoles régionales sont également assez porteuses, puisque des villes comme Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse sont des villes en croissance où il faut accueillir à la fois de la population, donc des nouveaux projets d'habitat, et puis en même temps des espaces de bureaux. Les marchés de bureaux sont assez porteurs dans les villes moyennes et les métropoles surtout. Et puis il y a beaucoup d'autres types de projets, notamment la logistique urbaine, qui est un sujet qui monte avec le e-commerce, comment intégrer la logistique dans les villes. Pour ceux qui auraient des envies plus villes moyennes et territoires ruraux, sachez qu'il y a aussi des emplois sur ce type de territoire. À titre anecdotique, j'ai un camarade de promotion qui est parti s'occuper du sujet de revitalisation des centres-bourgs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, la revitalisation des centres-villes, c'est un sujet qui monte. Et donc tous les types de territoires accueillent les talents de la filière de l'immobilier de la ville. Alors Jeanne vous a montré qu'on pouvait donc travailler partout pour rejoindre la filière de l'immobilier et de la ville. Moi, je vais vous montrer qu'on peut travailler dans chacun des 8 secteurs qui vous ont été présentés dans la vidéo tout à l'heure. Donc, pour vous l'illustrer, on vous a mis juste trois exemples de secteurs. C'est les secteurs qui recrutent le plus, ou en tout cas qui recrutaient le plus l'année dernière. Donc, l'ingénierie, l'investissement et le financement de l'immobilier et la promotion immobilière. Dans ces secteurs, c'est près de 9 dirigeants sur 10 qui nous disent avoir besoin de recruter dans les prochaines années. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, mais sachez que dans les 5 autres secteurs, je ne suis plus très bon en maths pour un ingénieur, dans les 5 autres secteurs, la tendance est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% des dirigeants qui nous disent avoir vraiment besoin de recruter de nouvelles personnes. Et alors, dans le bas de la slide, vous avez quelques exemples de métiers sur lesquels les intentions de recrutement s'expriment particulièrement. Donc, je vais vous les lire, hein. Directeur chef de programme, chargé d'opération, AMO et ingénieur travaux ou conducteur de travaux. D'abord, c'est des métiers qui sont présents dans plusieurs secteurs, pour certains. Et puis très important, c'est des métiers qui sont au concret, c'est des métiers de terrain, où vous voyez vos projets grandir en fait sous vos yeux. Donc, ce qui me permet d'arriver à cet arbre des métiers. Donc là, il faut imaginer qu'on dézoome de ces 3 secteurs, de ces 4 métiers. On arrive à notre arbre des métiers, que vous retrouverez d'ailleurs dans la première édition de l'étude, l'édition 2017. Vous retrouvez nos 8 secteurs de la filière et les 100 métiers. Alors d'abord, premier point à dire, certains métiers sont présents dans plusieurs secteurs. Ce qui, en fait, me permet de dire que la filière de l'immobilier de la ville vous propose d'avoir des parcours qui sont extrêmement variés. Je pense que c'est vraiment atypique à cette filière. Vous pouvez commencer votre carrière dans un secteur, puis la continuer dans un autre. Vous pouvez très bien avoir un métier pour commencer votre carrière, puis au fur et à mesure de votre carrière, vous allez évoluer et changer de métier. D'ailleurs, notons qu'il y a des entreprises qui sont à la base présentes sur un secteur et qui se diversifient, qui vont changer de secteur, qui vont remonter la chaîne de valeur de l'immobilier de la ville. D'autres, au contraire, vont la redescendre. Et certaines créent des filiales et parfois même en restant dans la même entreprise, eh bien, vous allez changer de secteur, tout simplement. Alors vient un moment où il faut ouvrir grand vos oreilles, cela va vous intéresser, parce que dans le cadre de cette étude, nous analysons les attentes des dirigeants au moment du recrutement. On leur demande quelles sont les compétences clés que vous cherchez chez vos jeunes talents. En premier point, c'est la capacité à travailler en équipe, et c'est quelque chose qui est à la fois perçu comme compétence clé par les dirigeants et par les étudiants.
Donc évidemment, si vous avez des projets en cours, projets collectifs, travaux de groupe, profitez-en et mettez-les en avant au moment du recrutement, parce que c'est comme ça qu'on travaille aussi dans la filière de l'immobilier de la ville, en mode projet. La deuxième compétence clé pour les dirigeants, c'est le sens du service client. C'est un peu moins perçu par les étudiants, mais sachez que c'est une compétence importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne livre plus simplement un bâti et ensuite on ne s'en préoccupe plus, mais les acteurs de l'immobilier et de la ville développent aussi des nouveaux services comme conciergerie, gestion intelligente de la consommation énergétique, et donc vont être amenés à rester à l'écoute de leurs clients et de l'usager final. Sachez simplement également que des compétences qui sont perçues comme clés par les étudiants et donc peut-être par vous, comme la curiosité, le dynamisme, la créativité, auront également toute leur place au sein de la filière. Et donc on arrive bientôt au terme de cette présentation. On arrive pour bientôt conclure donc, sur un point qui, je pense, est important pour vous qui êtes dans la salle. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les précédentes enquêtes qu'on a menées auprès des étudiants. On leur demande en fait, et on vous demandera du coup, qu'est-ce qui est important lorsque vous recherchez un emploi, quand vous lisez les fiches de poste et les offres d'emploi. Et en fait, la recherche de sens, de concret dans le travail au quotidien est quelque chose qui apparaît voilà, au premier rang des attentes des étudiants, peut-être même pour certains avant même la rémunération. Et donc là, une réponse qui convient d'apporter, c'est que la filière de l'immobilier et de la ville, elle vous permet de mettre du concret dans votre travail, de donner du sens à votre travail. On pose la question aux dirigeants. L'an dernier, 93% nous disaient « oui, je sers l'intérêt général ». Bertrand Feydeau parlait d'intérêt général au début de cette soirée. 93% des dirigeants nous disaient « nous servons l'intérêt général au quotidien dans notre métier ». C'est normal en fait, c'est logique, puisque cette filière, elle fabrique la ville. Et la fabrique de la ville, ce n'est pas uniquement construire des bâtiments et puis les juxtaposer les uns à côté des autres. C'est d'abord construire des lieux de vie, des lieux de travail quand même, c'est important, et des lieux de loisirs. C'est par exemple la construction d'équipements publics, on en parle peut-être pas assez, mais c'est quelque chose qui est important dans la fabrique de la ville, la construction d'équipements publics pour le sport, pour la culture, pour les transports. Et donc tout ça, c'est ce qui fait la ville. On parlait de vivre ensemble tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui colle effectivement à cette belle et grande filière. Donc lorsque vous construisez la ville, vous êtes obligé de vous adapter à l'évolution des usages, à l'évolution des attentes des clients qui sont en fait les citoyens. Et les attentes, les exigences sont de plus en plus grandes. Quand on parle d'évolution des usages, par exemple en termes de bureaux, on ne construit plus de bureaux aujourd'hui comme on les construisait il y a 10 ans, même il y a 5 ans. Donc c'est quelque chose qui évolue vraiment très vite. Ensuite, sur la transition écologique, lorsqu'on est une filière, en tout cas le bâtiment dans son ensemble, construction, conception et puis ensuite exploitation, déconstruction, c'est près de la moitié des émissions de CO2 en France. Donc évidemment, vous êtes obligé, en tant que filière, d'adresser les questions de transition climatique, de changement climatique, de transition écologique. Et la filière adresse ces sujets. Donc c'est 2 exemples. Évolution des usages, transition écologique. Bien évidemment, il y en aurait d'autres, mais en tout cas, ça montre que la filière est obligée d'innover au quotidien dans ses activités. Alors, pour conclure et en synthèse, on a essayé de vous remettre quelques raisons, quelques atouts clés qui, pour nous, en tout cas, amènent à notre parcours au sein de cette filière. On l'a dit déjà, sur le volet projet, c'est le fait d'avoir devant soi un projet concret qu'on suit de A à Z, de voir émerger en fait, les formes urbaines et de pouvoir contribuer aux formes urbaines. C'est également la réponse aux enjeux à la fois du numérique et d'innovation diverses sur les sujets que Quentin vient d'aborder. Et puis sur le volet RH, plus personnellement, sur vos parcours de vie, on l'a dit également, c'est la possibilité de changer de métier. Même si vous êtes sur des métiers assez techniques, avec des compétences techniques, on l'a dit à nouveau, c'est une synthèse. Sachez que c'est une filière qui évolue vite, donc il y a la possibilité de se former en continu, et d'ailleurs la Fondation Palladio offre ces possibilités. Aujourd'hui, un des sujets qui monte, c'est le smart building. On a besoin de data analystes, on a besoin de personnes qui savent maîtriser les données. C'est des sujets sur lesquels vous pourrez soit intervenir dès votre début de carrière, soit vous former ensuite.
Et puis, ce sens des responsabilités, c'est quelque chose qui est important à mentionner parce que, comme on l'a dit, à nouveau, les dirigeants nous disent qu'ils ont envie de recruter, qu'ils ont besoin de talents et que pour eux, voilà, ils sont disposés à vous former. Et si vous êtes engagé et motivé, vous allez pouvoir monter en responsabilité assez vite. Sachant que on vous invite à considérer cette page un peu comme une page blanche, à vous d'écrire aussi vos mots-clés et de contribuer à la filière de demain. Alors du coup, dernière slide de cette présentation. En bon consultant, on vous a préparé une slide de prochaines étapes, très important dans les métiers du conseil, la gestion de projet. Alors premièrement, donc je pense que vous l'avez compris, c'est la troisième fois que je vais le dire, personne ne sort d'ici sans avoir répondu à l'enquête en ligne. 300 étudiants nous ont donné leur avis l'an dernier, donc vraiment votre avis compte. Donnez-nous votre avis sur d'abord cette filière, sur ses enjeux, puis également vos attentes concernant vos futurs poste. On va vous renvoyer, je pense, le lien et peut-être que vous l'avez déjà eu, mais en tout cas, la Fondation Palladio vous le renverra. Deuxième chose, donc, je crois que d'après ce que j'ai compris, beaucoup sont étudiants. Donc ça veut dire que vous avez un diplôme à aller chercher, donc bon courage pour ça. Et moi, je vous encourage en tout cas à profiter de ces années d'étudiants pour explorer, découvrir cette belle grande filière de l'immobilier de la ville, parce que là, en 10-15 minutes, c'est pas assez pour voilà, tout vous présenter. Mais sur une filière qui fait 10% du PIB, qui a 2 millions d'emplois, vous avez de quoi découvrir. Et puis ensuite, du coup, troisième étape, peut-être qu'après tout ça, et en tout cas je vous le souhaite, hein, vous imaginerez fabriquer l'avril de demain, et puis c'est quand même un très beau programme. En tout cas, on vous remercie d'être présent ce soir et puis de nous avoir écoutés. Merci. Pour découvrir la 4e édition de cette étude, vous avez rendez-vous le 26 février prochain au Forum des métiers de l'immobilier de la ville qui se déroule au Palais des Congrès à Porte-Maillot. Je vais maintenant accueillir notre prochain invité. Directeur de recherche émérite au CEA, Jean Jouzel a réalisé l'essentiel de sa carrière scientifique dans cet organisme. Une carrière largement consacrée à la reconstitution des climats du passé, à partir de l'étude des glaces de l'Antarctique et du Groenland. De 2002 à 2015, il a été vice-président du groupe de travail scientifique du GIEC, une organisation co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2007. Il a reçu de très nombreux prix. Et depuis 2009, il préside l'association Météo et Climat. Merci d'accueillir Jean Jouzel. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Alors, Monsieur Jouzel, tout à l'heure, je n'ai pas été hyper positive et je me demandais si vous aviez des raisons de donner un peu d'espoir à tout le monde ici, parce que les rapports du GIEC sont de plus en plus pessimistes. On va essayer, oui, bonsoir. Oui, je suis très heureux d'abord merci à Palladio d'avoir organisé cette soirée. Je pense que c'est une soirée un peu spéciale, effectivement. Je m'adresse avant tout ici à des jeunes. Et pour revenir à cette introduction, oui, effectivement, il y a toujours des raisons d'espérer. Et c'est là-dessus que je vais essayer de terminer cette intervention. En fait, je crois que ce qui est important, c'est votre génération, quand même, vous êtes doublement concernés par, l'évolution de l'environnement, en particulier celle de notre climat. Alors, vous êtes doublement concernés par l'inaction, d'abord, bien sûr, puisque, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, nous irions vers des réchauffements, nous irions vers un climat auquel il vous serait très difficile de vous adapter dans la deuxième partie de ce siècle, si nous ne faisons rien au cours des 10-20 prochaines années. Vous êtes, bien sûr, concerné par l'action, puisque l'action, c'est maintenant. L'action, c'est maintenant, et voilà, je donnerai quelques chiffres sur cette nécessité de l'action en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Bien sûr, diminuer par 2, rester autour de 1,5 degré, c'est diminuer par 2 nos émissions entre 2020 et 2030. C'est peut-être un rêve, mais il faudra déjà rester en deçà de 2 degrés, respecter l'accord de Paris, et ça reste très ambitieux. Donc voilà, donc vous êtes vraiment concernés, l'action c'est tout de suite. Et puis quand même dans cette action, ce que vous faites, ce que vous allez faire, ça a été très bien dit dans cette étude, et quelque chose d'extrêmement important, vous aurez effectivement tout au cours de votre carrière des leviers
pour, je dirais, justement, eh bien, limiter le réchauffement climatique, mais pas seulement. Il y a aussi ce qui est important quand on pense la ville, eh bien, c'est, le réchauffement étant inéluctable, eh bien, c'est quand même cette nécessité d'inscrire l'adaptation au cœur de votre stratégie. C'est très important. Les villes, dans 10 ans, ce que vous construisez, ce que vous allez construire, ce que vous allez penser, eh bien, c'est pour des personnes qui vivront dans un climat qui sera déjà différent à échéance de 10-20 ans. C'est bien donc, disons, vraiment, je pense vraiment que l'adaptation doit être aussi au cœur de votre, disons, de votre métier. L'adaptation au réchauffement climatique. Alors, bien sûr, je pense que certains d'entre vous, vous êtes assez familiers avec tous ces problèmes de réchauffement climatique, mais bon, quelques rappels, je ne vais pas être trop long, bien sûr. D'abord, c'est quand même une réalité, ce réchauffement climatique, puisque, je vais essayer de regarder pour ne pas être trop long, il n'y a pas d'heure ici. Alexandre Labasse, où est l'horloge? Donc, voilà. Donc, en fait, ce réchauffement climatique, il est bien là. Les 5 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. 2019 a été encore de nouveau un été très chaud. En fait, on a battu en France, y compris à Paris, des records de température. C'est très net. Donc, en fait, ce n'est pas une surprise. C'est un des points quand même qu'on doit bien avoir en tête. Ce que nous avons fait par nos activités, eh bien, depuis 150 ans, c'est d'augmenter l'effet de serre, de modifier la composition de l'atmosphère et en fait, en gros, d'augmenter le chauffage, puisque l'effet de serre, c'est cette propriété qu'ont certains composés, en premier lieu le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. En gros, si, disons, par nos activités, on a augmenté l'effet de serre, et en gros, on a augmenté la quantité de chaleur disponible pour chauffer, pour maintenir l'équilibre thermique de l'atmosphère, mais aussi, alors voilà, l'équilibre thermique de l'atmosphère s'en ressent d'ailleurs, puisque l'atmosphère se réchauffe, mais aussi de l'océan, des glaces. Et en fait, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire, en gros, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1% depuis 200 ans, mais de ce 1% supplémentaire de chaleur, eh bien, il y a à peu près plus de 90% qui vont dans l'océan. Donc il faut regarder dans l'océan ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est vraiment très clair, c'est-à-dire une élévation du niveau de la mer de 3 mm chaque année. Donc 1 mm, c'est lié à la dilatation de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate, et l'essentiel du reste à la fonte des glaces, les glaciers continentaux, mais depuis une vingtaine d'années aussi les glaces du Groenland, de l'Antarctique. Voilà, donc ce qu'on peut dire actuellement, c'est que ce que nous avions envisagé il y a une trentaine d'années, dans le premier rapport du GIEC, il suffit de s'y reporter, eh bien c'est ce que nous vivons actuellement. Le réchauffement climatique, nous sommes sur ce qui était envisagé, de l'ordre de entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie. Chaque décennie est plus chaude que la précédente. Ce n'est pas vrai pour chaque année, mais chaque décennie est vraiment plus chaude que la précédente. Et cette perception, c'est déjà perceptible, cette perception d'une intensification de certains événements extrêmes, pas partout, pas tous les événements extrêmes, mais cette perception, elle était déjà inscrite disons, dès à la fin des années 90, dans le 3e rapport du GIEC, qui est publié en 2001. Donc, ça doit quand même nous faire prendre au sérieux, disons, le fait que, disons, globalement, notre communauté ne s'est pas trompée, eh bien, doit nous faire prendre au sérieux. En tout cas, nous y invite ce que nous envisageons pour, disons, d'ici 30 ans et au-delà. Alors évidemment, donc, alors, je ne veux pas vous désespérer, on ne va pas trop parler de la théorie de l'effondrement aujourd'hui, mais ce qui nous attend si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose vraiment d'extrêmement, disons, difficile à imaginer d'abord, difficile à accepter et auquel il serait difficile de s'adapter, sinon impossible dans certaines régions. Prenons les températures, eh bien, si on allait vers des températures de 4 à 5 degrés à la fin du siècle, on peut même évoquer des températures plus élevées, mais restons-en à 4 ou 5 degrés, c'est quand même quelque chose de très important. C'est en moyenne,
de même réchauffement que ce qu'a connu notre planète entre la dernière période glaciaire et le climat actuel. Donc, mais dans ce cas-là, ça a pris entre 5 et 10 000 ans, c'est-à-dire ce que nous ferions si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la même amplitude, mais 50 à 100 fois plus rapidement. Il faut bien se rendre compte de ça. Mais par exemple, des réchauffements de 4 à 5 degrés, eh bien, il y a des régions de cette planète qui pourraient devenir, disons, invivables. Invivables au sens qu'il serait impossible d'avoir une activité normale à l'extérieur l'été. Disons, c'est un peu ça. On ne va pas mourir tout de suite en allant dehors, c'est pas ça, parce que quelquefois, il y a, disons, certaines personnes non, c'est pas, disons, invivable au sens invivable normalement, en tout cas. Voilà. Donc, et en fait, par exemple, en Chine, eh bien, il y a, disons, 4 ou 5 degrés de plus, même, eh bien, ce sont des régions où actuellement il y a 500 millions de Chinois qui vivent, qui deviendraient en ce sens invivables. C'est vrai aussi pour certaines régions disons, d'autres régions de l'Asie du Sud-Est, mais aussi du Moyen-Orient. En fait, il y a des conditions de température et d'humidité qui font que, eh bien, on ne peut plus avoir d'activité physique normale à l'extérieur, ne plus travailler, ne plus faire de sport, plus ne rien faire. On peut, voilà. Donc, on voit bien que c'est un monde qui n'est pas du tout attractif. C'est un monde aussi où bien sûr ces extrêmes climatiques deviennent encore plus extrêmes. En fait, les records de température augmentent à peu près 2 fois plus rapidement que les températures moyennes, 3 fois plus rapidement la nuit. Et ça, c'est un vrai problème pour les villes, puisque s'y ajoute l'effet du lot de chaleur urbain, eh bien, ne serait-ce que 3 degrés de plus en France, ce qui est envisageable malheureusement dans la deuxième partie de ce siècle, ce serait quand même des pics de température qui pourraient atteindre 50 degrés dans certaines régions et disons dans des villes comme Paris, des métropoles qui ne sont pas forcément bien adaptées, disons rendre la vie très difficile l'été. Au cours de ces vagues de chaleur, on voit déjà que les vagues de chaleur qu'on a eues même cet été, l'été dernier, étaient loin d'être, étaient assez désagréables, c'est moins qu'on puisse dire, et difficiles à vivre. Donc voilà, des conséquences évidemment dans tous les domaines sur ces extrêmes climatiques, avec plus de précipitations dans certaines régions. On voit ces extrêmes, disons, l'intensité des précipitations, on parle d'événements méditerranéens, c'est, disons, l'époque, c'est la saison, eh bien ces événements pourraient devenir encore plus intenses. C'est vrai aussi pour les sécheresses, c'est vrai pour l'intensité des cyclones, donc voilà, et dans tous ces... On voit bien que dans toutes ces, disons, ces dimensions, eh bien, là aussi, la ville, la façon dont elle est construite, la façon dont elle est conçue par rapport à ces événements extrêmes est très importante. Donc, d'autres conséquences, évidemment, sur tout ce qui nous entoure. On parle, je me limite un peu à disons, au problème climatique, mais bien sûr, il y a une influence sur tout ce qui nous entoure. La perte de biodiversité, par exemple. Disons que le dernier rapport de l'IPBES nous dit que la perte de biodiversité, disons le réchauffement climatique est déjà le 3e facteur de perte de biodiversité actuellement. C'est-à-dire après un peu tout ce qu'on fait à la nature en termes de traitement, de phytosanitaire et autre chose, et puis aussi la prédation directe. Ensuite, c'est le réchauffement climatique, et il y a un point qui illustre ce lien qui deviendrait de plus en plus fort entre perte de biodiversité et réchauffement climatique, c'est qu'à la fin du siècle, eh bien, je me place toujours dans cette hypothèse où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, à la fin du siècle, la moitié des espèces auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on voit bien, ces espèces auraient évidemment beaucoup de difficultés, sinon une impossibilité à s'adapter. Donc on peut continuer, donc les récifs coralliens auraient complètement disparu à 4-5 degrés, à la fois à cause de l'acidification de l'océan et évidemment des réchauffements. Bien sûr, l'élévation du niveau de la mer est aussi un vrai problème qui vous concerne aussi. Disons, s'il y a eu un rapport qui est sorti cette semaine, l'élévation du niveau de la mer, les conséquences en auraient été sous-estimées tout simplement parce que, c'est du moins ce que nous dit cet article, parce que les altitudes, disons, en gros, auraient été mal estimées parce que
disons, la façon dont c'est fait, on prend plutôt l'altitude du toit que l'altitude du sol. Donc il y aurait des erreurs qui pourraient être sur certaines cartes de 3 à 4 mètres. Et donc, en fait, quand on regarde les chiffres qui m'ont marqué, on va se placer en 2050, regarder, disons, les populations qui, disons, dans les régions côtières, qui seraient au moins une fois par an en moyenne affectées par une inondation liée à, disons, évidemment, à une inondation liée à, disons, d'origine océanique, hein, donc quand il y a conjonction d'une grande tempête, d'une marée, disons, de très haute côte, voilà. Et bien, en France, le chiffre m'a surpris, mais ce serait 1 million d'habitants qui, en France, seraient sensibles à, disons, à cette élévation du niveau de la mer, disons, en souffriraient d'une certaine façon, mais c'est près de 100 millions en Chine, 300 millions au niveau planétaire. Voilà, donc ce sont des chiffres encore plus importants, évidemment, à la fin du siècle. Donc, on voit bien, et c'est clair que certaines villes, actuellement, vivent probablement trop tranquillement par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Hein. Des villes comme Tokyo, même comme New York, cette idée de se protéger contre l'élévation du niveau de la mer vaut peut-être pour le XXIe siècle, mais ne vaut pas pour les siècles suivants. C'est très clair. En gros, disons... on ne pourra pas se protéger contre des élévations du niveau de la mer de 2-3 mètres qui sont malheureusement toujours, dans ce cas de scénario émetteur, envisageables à échéance de, disons, de la fin du prochain siècle. Voilà, donc, en fait, je vais arrêter sur l'énumération de ces conséquences, mais un point qui m'a beaucoup touché, et qui m'intéresse et qui aussi pose question, parce que la ville, c'est aussi là où les gens se retrouvent, eh bien, c'est que si on prend ces événements, disons, ces conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, mais dans leur intégralité, eh bien, disons, la première conséquence de ce réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Alors, en fait, on en est bien conscient. On en est bien conscient entre pays riches et pays pauvres. Hein, donc, ces derniers n'ayant généralement pas beaucoup contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Ce dont on est moins conscient, c'est que ça vaut aussi pour les pays développés. Dans des pays comme le nôtre, ce sont aussi généralement les couches les plus modestes de la population, qui là aussi sont les moins émettrices de gaz à effet de serre, qui sont les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. Il suffit de prendre par exemple, bon, on peut parler du cas de Saint-Martin, de Guirma, mais le cas qui est souvent cité, par exemple, le cas donc c'était disons, il y a maintenant 3 ans, je crois, Harvey, un cyclone qui a vraiment fait du mal à Houston, au Texas, qui est resté inondé pendant quelques jours, sinon quelques semaines. Eh bien, en fait, on voit bien que ce sont les couches les moins aisées de la population. Généralement, elles sont moins bien prévenues, moins bien préparées. Elles ne peuvent quelquefois pas quitter la ville. Ça a été le cas de la Nouvelle-Orléans avec Katrina. Généralement, elles sont moins bien assurées et, disons, de façon très générale aussi, ce sont ces populations les plus modestes qui ont le plus de mal à s'en remettre de ces conséquences climatiques. Donc voilà, donc ce tableau, c'est si on ne fait rien. Si on ne fait rien, donc bien sûr, la situation est et je dirais, vraiment, alors j'aime pas utiliser le mot catastrophique, mais il y a vraiment, vraiment une véritable difficulté à imaginer ce monde. C'est un monde qu'il faut tout faire pour éviter. On sait ce qu'il faut faire pour l'éviter. C'est d'une certaine façon, il suffit de se référer à l'accord de Paris. Disons que l'accord de Paris, que nous dit l'accord de Paris? Effectivement, eh bien, si on veut, l'idée, il est que si, disons alors, le réchauffement est inéluctable, mais si on veut s'y adapter, eh bien, il faut le limiter. Et donc, c'est l'esprit, en fait, c'est l'esprit de nos décideurs politiques, quand ils s'inscrivent dans un accord comme l'accord de Paris, c'est bien une décision politique, la nécessité de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc c'est bien l'esprit, c'est si on y arrive dans le long terme à limiter le réchauffement climatique, eh bien, je dirais que le monde dans lequel vous vivrez vous restera agréable. Alors, il y a peut-être d'autres problèmes que le climat, mais en tout cas, c'est pas, disons, restera facile à vivre en termes climatiques. Alors, mais il y a quand même des régions déjà très vulnérables où le climat est déjà difficile, où il deviendrait quand même plus difficile. Bon, ceci étant, une fois qu'on s'est dit que ça serait bien de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré,
c'est loin d'être simple. En fait, la façon de l'illustrer, c'est que l'accord de Paris inscrit ses objectifs, mais comme il est construit à partir d'engagements, finalement, on a demandé aux pays ce qu'ils pouvaient bien faire, ce qu'ils seraient d'accord pour faire pour lutter contre le réchauffement climatique et s'y adapter. Et le résultat, il est intéressant. Enfin, il était intéressant. C'est-à-dire que la force de l'accord de Paris, c'est son universalité. Tous les pays ont signé l'accord de Paris. Pratiquement tous les grands pays l'ont ratifié. Malheureusement, cette universalité, disons, n'est plus de mise avec la confirmation annoncée cette nuit que les États-Unis quitteraient l'accord de Paris. D'autres pays le quittent de façon plus ou moins officieuse, comme le Brésil, même si ce n'est pas formel. D'autres pays traînent des pieds, comme l'Australie, la Russie. Voilà, donc cette universalité qui faisait la force de l'accord de Paris a quasiment disparu. Mais il y a aussi une autre faiblesse de l'accord de Paris, c'est que quand on demande aux gens ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire, il n'y a aucune raison que leurs engagements soient en phase avec les objectifs. Et là, c'est le cas. En fait, disons, les engagements de l'accord de Paris, donc c'est pour la prochaine décennie, celle dans laquelle nous allons rentrer, 2020-2030, enfin 2021-2030, eh bien, si on voulait, en gros, je ne veux pas trop de chiffres, mais disons qu'actuellement, on émet 52 milliards d'équivalents CO2. 42 milliards de tonnes de CO2 chaque année, 10 milliards, on ajoute à peu près 10 milliards de tonnes d'équivalent CO2 pour le méthane, le protoxyde d'azote et les autres gaz à effet de serre. Disons, on part de 52 milliards. Si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, en 2030, on serait plutôt vers 65-70, et donc on l'a vu, disons, sur des trajectoires qui nous emmèneraient vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle. Alors, l'accord de Paris nous emmènerait vers probablement 55 milliards en 2030 et sur des trajectoires plutôt vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, largement insuffisant donc par rapport aux objectifs 2 degrés. 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes en 2030, 1,5 degré, passer en dessous de 30 milliards de tonnes, pratiquement divisé par 2. Donc en fait, d'une façon assez simple, les engagements de l'accord de Paris actuellement, il faudra les multiplier par 3 sur la période 2020-2030 pour avoir des chances de rester à long terme en deçà de 2 degrés, par 5 pour 1,5 degré. Alors, étant entendu que ces niveaux sont par rapport au point industriel et qu'on a déjà pris 1 degré. Donc quand on parle de 2 degrés, c'est 1 degré par rapport à la décennie actuelle. Donc c'est ça le tableau et c'est ça le défi, et c'est ça l'action. C'est maintenant. Quand on parle ne serait-ce que de 2 degrés, diminuer de, disons, 20-25% nos émissions entre 2020 et 2030, c'est loin d'être gagné. Alors c'est loin d'être gagné, disons là aussi, alors les textes sont bien, le texte de l'accord de Paris est tout à fait, disons, s'appuie sur le diagnostic des scientifiques, sur le 5e rapport du GIEC. Disons ça va très bien. De même, on est dans le même système en France. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte s'appuie aussi sur un diagnostic des scientifiques. Disons, il faut bien sûr ce 1,5 degré, il faut neutralité carbone à horizon 2050. C'est pas rien. Neutralité carbone à horizon 2050. Il y a certes des puits de carbone, mais aussi des émissions d'autres gaz à effet de serre qui font que, disons, en France, c'est au moins divisé par 6 nos émissions entre 90-2050, pratiquement les diviser par 5 ou 6 par rapport à aujourd'hui. C'est loin d'être gagné. Voilà, donc là-dessus, pourquoi l'immobilier est-il important? Alors je vais vous donner un chiffre, moi qui m'a marqué, qu'on retrouve dans le 5e rapport du GIEC. En gros, si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, on n'a plus qu'une dizaine d'années, un peu plus, 10-12 ans, d'émissions de gaz carbonique au rythme actuel. Alors, en gros, entre 4 et 500 milliards de tonnes de CO2. Pour 2 degrés, on peut aller jusqu'à, disons, une vingtaine d'années au rythme actuel, 6 ou 800 milliards de tonnes de CO2. Eh bien, quand on regarde les villes à l'échelle planétaire, les démographes nous disent qu'en gros, il y aura 2 tiers d'urbains, il y a à peu près la moitié d'urbains actuellement, donc 3,5 milliards d'habitants, 2 tiers d'urbains
en 2050, 10 milliards d'habitants, c'est-à-dire qu'on sera plutôt vers 7 milliards. Donc, en gros, il y aurait 3 milliards de plus de personnes dans des métropoles, dans des villes, en 2050 qu'aujourd'hui. C'est des chiffres que vous avez bien en tête. Le chiffre qui est aussi très important, c'est que la seule construction de ces villes, si on en reste aux matériaux actuels, disons au béton, largement, la seule construction de ces villes émettrait de l'ordre de 5 ou 600 milliards de tonnes de CO2. Je ne parle même pas de la vie de ces villes, de la mobilité, du chauffage, de tout ça. La seule construction. Donc ça veut dire quand même qu'il y a déjà un point, c'est une question sur laquelle vous devez vous interroger, c'est vraiment le potentiel, la nécessité absolument de changer de mode de construction. Et ça, c'est au cœur de votre métier. Alors, on ne peut pas continuer à faire du béton et à espérer limiter le réchauffement climatique. Donc, en tout cas à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est un message que je souhaite vous donner, c'est très important. Et j'ai eu la chance tout à l'heure, vous devriez y aller, là, mais c'est peut-être fermé, disons Alexandre Labasse. J'ai eu une visite privée du directeur Alexandre Labasse de tous ces matériaux qui font rêver là-haut, donc tous ces matériaux, voilà, de la paille, disons, voilà, tout ce qu'on a vu ici, si vous êtes du bambou, il y a beaucoup d'initiatives. En tout cas, bien sûr, on peut aussi parler du bois. Voilà, donc tout cela, c'est disons, quelque chose qu'il faut faire. Alors, il y a aussi ensuite, bien sûr, ce qu'il faut faire dans ces bâtiments. Il y a beaucoup à faire aussi. Bien sûr, dans le neuf, alors si vous êtes impliqué dans des constructions du neuf, je sais maintenant, c'est parfait ou presque. Alors, sauf si c'est en béton, je l'ai déjà dit quand même. Disons que pour le neuf, on peut espérer quand même des bâtiments. Alors, il y a quand même une chose ce que je souhaite dire sur les bâtiments pour le neuf, c'est généralement l'isolation est bien faite, on a quand même toujours la faiblesse, il faut penser à adaptation. Et généralement, les bâtiments qu'on construit actuellement ne sont pas pensés pour le confort d'été. C'est très important. Même s'ils sont bien pensés pour le confort d'hiver, pour ne pas dépenser trop d'énergie ou pas du tout l'hiver, généralement, ils ne sont pas assez pensés pour le confort d'été. Ça va devenir très très important dans les villes. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, évidemment, il faut les construire, mais ensuite, quand on regarde ce qu'on espère, bon, disons ce qu'on espère en termes de gains, disons là où on espère gagner en termes de réduction, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment dans le bâtiment de l'urbanisme. C'est là que les gains les plus faciles semblent être les plus faciles et sont à faire et sont espérés dans tous les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est à vous de le faire. C'est loin d'être si simple. Bien sûr, il s'agit d'efficacité énergétique, il s'agit aussi bien sûr de mix énergétique, c'est-à-dire de faire disparaître le plus rapidement possible tout ce qui est lié à l'utilisation des combustibles fossiles. Voilà, donc, mais il s'agit aussi quand même, non pas ça, alors ça c'est pour les bâtiments neufs, il s'agit quand même, il y a énormément à faire, et j'en terminerai ainsi bien sûr, sur tout ce qui concerne le bâtiment ancien. Donc, en France, nous n'atteindrons pas les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050, ni même ceux de 2030. Voilà, de 2030, diminution de 40% de nos émissions par rapport à 90, si effectivement il n'y a pas une rénovation massive des bâtiments anciens. C'est très clair, et là aussi, il y a beaucoup d'ingéniosité. Alors peut-être les jeunes préfèrent-ils s'orienter vers le neuf, mais il y a beaucoup à faire et énormément à faire. Voilà, et donc je terminerai bien sûr par évoquer ce dans quoi je suis plongé actuellement, parce que c'est un peu quand même aussi, on verra ce qu'il en sort, bien sûr, et en termes justement dans les domaines qui vous intéressent, quelles seront les propositions, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 150 citoyens qui maintenant se réunissent régulièrement, toutes les 3 semaines, pendant 3 jours, au Conseil économique, social et environnemental, dans ce qu'on appelle la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, la lettre de mission de cette Convention citoyenne, c'est de faire des propositions, effectivement, pour que la France respecte ses objectifs d'émissions de gaz à effet de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, c'est moins 40% que j'ai déjà cité, et ceci dans un esprit de justice sociale. Donc ça, c'est la lettre de mission, et j'imagine qu'il y aura, disons, donc moi je suis dans le comité de gouvernance de cette convention citoyenne, et donc, disons,
on a commencé à s'intéresser aux différentes thématiques le week-end dernier. Donc les différentes thématiques sont organisées autour de se loger, se nourrir, se déplacer, consommer, produire et travailler. Donc c'est logique en termes, disons, d'aspect plus individuel, vraiment se loger, se nourrir, se déplacer, c'est au cœur de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors je ne sais pas ce qu'il sortira comme proposition, quelles sont les propositions qui sortiront pour ce qui vous concerne, la ville, l'immobilier, mais j'imagine qu'il y en aura. Voilà. Et vraiment, je vous engage disons, à inscrire cette nécessité de lutte contre le réchauffement climatique à toutes les étapes de votre carrière. Et merci, vraiment, merci d'être là. Vous êtes tous jeunes, enthousiastes, et il y a beaucoup à faire. Donc c'est un message d'espoir, parce que je pense que justement cette action, c'est aussi, et c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, c'est aussi de l'inventivité. Je crois que ce monde sobre en carbone est très attractif. C'est un monde créateur d'emplois. C'est un monde, disons aussi, je l'espère, où la solidarité sera plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Ça, c'est important. Donc, c'est un monde qui, pour moi, est attractif pour les jeunes, pour votre génération. Donc, il faut le prendre à pleine main, disons, aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie de tous les jours. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jouzel. En fait, je voulais aussi vous faire réagir à un petit dessin, en fait. Ah. Qu'est-ce qu'il vous évoque? Le GIEC tire la sonnette d'alarme auprès de j'écoute, tac, tac. 15 000 scientifiques, oui, ça c'est vrai. Et Greta Thunberg, ouais. Voilà. Et oui, oui, je pense, moi, on m'interroge souvent sur Greta Thunberg, et je pense que en fait, c'est salutaire d'avoir Greta Thunberg. Je veux dire, et je dis souvent, ce dont on a... Il se fait que je suis dans ce domaine, je travaille sur les problèmes climatiques depuis une 50aine d'années, donc disons que je peux dire que j'ai vécu à travers ma recherche et à travers le GIEC cette montée du problème climatique de l'intérieur. Et c'est vrai que je crois pouvoir dire aussi que, disons, le discours n'a pas varié depuis le premier rapport du GIEC, c'est très clair. Disons, on savait tout dans le premier rapport du GIEC, d'une certaine façon. Mais ce qui nous a manqué peut-être, donc, et à nous, le GIEC, si nous avions eu une Greta Thunberg il y a une vingtaine d'années, peut-être n'en serions-nous pas là. Voilà, c'est là que je veux dire. Donc moi, je pense vraiment que c'est salutaire. Je pense que la motivation des jeunes est très importante. Donc j'ai aussi participé à l'ensemble des marches sur le climat, ou presque, mais se mobiliser n'est pas du tout inutile. Il faut aussi dire, je crois, et c'est ce que dit Greta Thunberg, l'urgence de cette lutte contre le réchauffement climatique, mais qui ouvre sur, je le crois franchement, un mode de développement vraiment différent. C'est bien ce dont on parle, mais je crois que c'est quand même attractif pour les jeunes d'aujourd'hui, finalement, d'avoir à inventer un monde un peu différent de celui sur lequel ma génération s'est construite. C'est clair que notre génération est une génération très égoïste, et je souhaite, et c'est un peu aussi le message de Greta Thunberg, que cette génération prenne le développement de notre planète par le bon bout. Voilà. Merci, Monsieur Jouzel. Cette soirée touche maintenant à sa fin. Je dois encore vous donner 2 messages. La toute prochaine campagne des bourses Palladio vont être lancées dans les prochains jours. Vous devez voir le flyer à l'écran. Elles peuvent vous aider à poursuivre vos études par une formation complémentaire, un 2e master, un MBA ou même une thèse. Toutes les informations sont sur le site web de la Fondation Palladio, et n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes Palladio pendant le verre qui vous sera proposé après l'animation. Et n'oubliez pas non plus de noter une date, le 26 février 2020. De 9h à 19h se déroule au Palais des Congrès de la Porte-Maillot le Forum des métiers de l'immobilier et de la ville. Il est organisé par la Fondation Palladio et par Business Immo. Outre la possibilité qu'il vous est donné d'y trouver un stage, une alternance ou un emploi, il est surtout le seul lieu pour découvrir l'ensemble des acteurs et métiers qui fabriquent la ville et les lieux de vie, avec notamment des conférences, des pitchs métiers et des coachings en one-to-one avec des professionnels de la filière. J'invite maintenant tous les boursiers, leurs marraines, leurs parrains à venir sur scène pour une dernière photo de famille.